Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Bernard-Henri Lévy, le fameux philosophe. Pour moi, en fait, ce type, c'est un intellectuel en carton, c'est un semi-intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui sait lire et écrire, et puis bon, ben d'ailleurs, il écrit n'importe quoi. Hein? C'est tout. C'est comme d'habitude, comme c'est un mondialiste, bon, on fait sa propagande et tout, mais en réalité, il ne fait pas le poids, il n'y a pas match. Oui, il n'y a pas match. Je vais vous dire encore une chose, un secret. Hein. On reconnaît un intellectuel par le rendement, la productivité. Vous voyez, on dit cette usine-là, quand on parle d'une usine, on voit quoi? La production. Cette usine est mieux que l'autre, parce que cette usine produit mieux, le produit de bonne qualité, où elle vend plus. Voilà, c'est ça. Les intellectuels aussi, c'est pareil. Tu es intellectuel, tu dois produire. Tu dois produire quoi? Tu dois produire des livres, tu dois produire des articles, tu dois produire les réseaux sociaux, ainsi de suite. On doit te voir à la télévision, ce que tu dis, les thèses que tu soutiens. C'est ça qui permet à ce qu'on puisse te connaître. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, si tu n'écris pas, c'est bon. Sur les réseaux sociaux, on t'entend développer un certain nombre de thèses. Maintenant, il y a livre et livre. Je reprends. Il y a livre et livre. Je peux rédiger un livre. Aujourd'hui, je peux m'asseoir même en une journée, 2 jours, je peux te faire un petit livre d'une quinzaine de pages, 50aine de pages. En une journée, en 2 jours. N'importe qui peut le faire. N'importe quel intellectuel qui sait lire et écrire peut le faire. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est le contenu qui compte. C'est-à-dire, quand je parle du contenu, c'est ta contribution dans la science, dans ton domaine. Tu es philosophe. Par exemple, lui dit, il est philosophe. Ok, très bien. C'est un philosophe. Est-ce que c'est un philosophe qui va vous réciter les thèses de Thalès, de Platon, de Pythagore, il vient vous faire des chantages. Hein? Tel philosophe avait dit, Karl Marx avait dit. Bon, les Karl Marx encore, c'est une autre génération. Mais la première génération des grands philosophes, hein, ce qu'eux, ils appellent grands, c'était des voleurs. Vous voyez les amis? Les Thalès, les Pythagore, tous c'était des voleurs. C'était des usurpateurs. Toutes les thèses qu'ils ont développées là, c'était des thèses que nos parents, les Noirs, avaient inventées. Vous comprenez? Parce qu'ils ont tous étudié chez nous. Ce sont nos parents qui les ont enseignés. Et oui, ils ont été enseignés par des Noirs. Comment on ne parle pas d'eux? Ces Noirs, la personne en parle. On parle maintenant de leurs élèves. Attendez. Même si on sait que l'élève peut dépasser le maître, mais on doit quand même reconnaître que le maître était là. C'est le maître qui a fait de lui qu'il puisse être intelligent. Et nous, d'après un certain nombre de grands experts, on sait que les thèses qu'ils ont soutenues, c'était des thèses que les autres avaient fait. Ils ont seulement traduit. C'est comme, comment on l'appelle, Hippocrate. On dit que c'est le premier médecin. Tous les médecins du monde prêtent le serment d'Hippocrate. Tout ce que Hippocrate avait fait là. Ce n'est pas lui. Ce sont nos parents les Noirs. Vous voyez, le premier médecin, c'est, comment on appelle, oh là là, quand je vais me rappeler le nom, je vais vous le donner. C'est un Noir. Il a traduit seulement et il a pris la paternité. Donc, quand on parle des philosophes, là, c'est toutes les thèses qu'ils ont développées, ce sont des thèses de la magouille. C'était des voleurs. Donc, un type comme Bernard-Henri Lévy, il se passe pour un philosophe. Maintenant, demandez-lui, qu'est-ce que lui, il a apporté de nouveau dans le domaine de la philosophie? Rien. Il se tourne vers la politique, il va faire maintenant la politique. Qu'est-ce qu'il a apporté de bon dans la politique? Il fait que la propagande de l'État hébreu. Et il les envoie toujours à l'abattoir faire des guerres.
sur les chaînes de télévision. Regardez comment ils ont détruit, sacrifié en quelque sorte l'Ukraine. Les Bernard-Henri Lévy, là, ils parlaient. Ils ont massacré des enfants, 20 000 enfants, là, à Gaza. Bernard-Henri Lévy a soutenu ça. Donc, même la politique, il fait mal. Vous voyez, ce que je disais, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est un intellectuel, ce qui compte, c'est ta contribution dans le domaine scientifique. Moi, par exemple, quand je dis « je suis docteur en sciences politiques », j'ai inventé la prévention des conflits. Comment il faut prévenir des conflits. Même si après, il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus, mais j'ai été le premier à inventer ça. J'ai dit non, il y a une possibilité. Au lieu de d'attendre la résolution, avant la résolution, il y a la prévention. On va d'abord faire la prévention. C'est ce qui m'avait permis de critiquer le franc CFA pour la première fois. C'est après que des grands professeurs comme Agbou sont venus développer ça maintenant dans le domaine scientifique et plutôt économique, qui est son vrai domaine. Mais moi, j'ai abordé la question de façon un peu superficielle parce que pour moi, c'était de montrer seulement que, politiquement parlant, on peut prévoir les problèmes en Afrique. Par exemple, en Afrique francophone, si on enlève le CFA, il y a une bonne partie. Je l'ai dit, même dans le domaine du terreau. Si on enlève le CFA, là, ils vont commencer à avoir l'argent où? Parce que c'est Macron qui donne l'argent. Après ça, j'ai inventé la justice transitionnelle. Comment réconcilier des populations qui se sont affrontées dans le cadre d'une guerre civile, par exemple. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, quand on parle de Bernard-Henri Lévy en tant que chercheur, pour moi, il est nul. Et écoutez ce que M. Lévy dit. Quand je l'ai écouté sur, je ne sais pas sur quelle chaîne de télévision occidentale, il dit « Le monde devrait dire merci à Israël pour avoir attaqué l'Iran. » Vous ne trouvez pas qu'il est fou? C'est pas une folie, ça? C'est pas une folie? Oh, il pense que c'est seulement les Iraniens qui sont en train d'être envoyés au repos éternel, mais il y a des Israéliens aussi. Et oui, même si c'est un seul qui tombe, mais c'est important. Tu ne peux pas te réjouir de ça. Tu ne peux pas te réjouir des choses pareilles. Il dit, le monde entier devait, parce que Israël libère le monde. Hein? Il dit, un petit pays courageux, il parle d'Israël, petit pays courageux qui décide de régler le problème, hein, pour lequel le monde était incapable de régler. Oh. Vous vous rendez compte? Le monde entier, là, n'a pas pu régler le problème de l'Iran. C'est le petit Israël qui est venu régler ça. Il dit qu'il critique les accords de 2015 que Barack Obama avait négociés. Il dit non, ça, c'était pas des bons accords. Il dit que ce qui était Trump, il critique même Trump. Il dit ce que Trump est venu, au lieu d'améliorer d'arranger ce que Obama avait fait, lui, il est sorti carrément de ses accords. Et Trump, en ce moment, est en train de vouloir revenir sur ces accords. Ce que Trump demande là, ce sont les mêmes accords. Mais sauf que là, il demande encore plus. Il ne veut même pas que l'Iran puisse utiliser le nucléaire, l'uranium. Or, si l'Iran n'enrichit pas l'uranium, l'Iran n'aura pas l'électricité, les amis. Oui. Donc, lui se vante, il dit, il faut que, comment dirais-je, il faut que le monde puisse saluer Israël. Ça, on appelle ça l'arrogance. Ils ont tué le droit international. Ils ont assassiné le droit international avec cette action, avec leur notion qu'ils ont inventée qu'on appelle guerre préventive. Guerre préventive, ça n'existe pas nulle part en matière du droit international. Demandez à n'importe quel professeur du droit international, il va vous le dire. La notion de guerre préventive, ça n'existe pas.
ce qu'ils appellent guerre préventive, c'est en fait une agression. Voilà, c'est une agression. Donc, pour masquer cette agression, pour tenter de légitimer cette agression, ils appellent ça guerre préventive. Mais guerre préventive, ça n'existe pas. Un État souverain, tu ne peux pas. Mais attendez, même si, à supposer que l'Iran avait l'arme nucléaire en question, à supposer qu'il a ça, mais de quel droit? L'État hébreu va venir dire non, moi je n'ai pas besoin de ça, tu n'as pas le droit d'avoir ça, moi je te dis. Alors que lui-même, il ne fait pas partie. Il n'est pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Il n'est pas signataire. L'Iran, Israël n'est pas signataire. Pourquoi il n'a pas signé ça? Parce qu'il ne respecte pas le droit. Et c'est lui qui veut faire la morale à d'autres États. Non. On voit bien que c'est un problème hégémonique. Il veut qu'il puisse être le seul dans la région qui a ça. Comme ça, il peut tout le temps écraser les autres. Il peut tout le temps massacrer les autres. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est un problème d'hégémonie. C'est pour ça qu'ils essaient d'embellir le concept avec des termes et tout, machin, tout ça. Là. Et après, ils vont vous dire carrément qu'ils sont en train de sauver Israël, et plutôt l'Iran, les Iraniens. Comment vous allez sauver un peuple en le bombardant? Et ça, on dit que c'est un intellectuel. Hein. Tu bombardes quelqu'un et puis tu dis non, oh, tu sais, j'ai tué tes enfants là, mais je suis venu pour te sauver. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ces intellectuels-là sont devenus, ça dit qu'ils ont perdu la tête. Et oui, ce qui est en train de se passer actuellement en Israël, et entre Israël et l'Iran, c'est ce qu'on appelle le légicide. C'est-à-dire l'assassinat du droit international. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.